Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonjour Loïc et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau webinar du Florian Mention Institute, les rendez-vous mensuels du jeudi sur le management. Je vois que ça commence à chatter, vous avez tout compris. J'espère que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Alors je sais que ça floute un peu, mais le son, j'espère qu'il est bon. Si vous avez la gentillesse de nous confirmer dans le chat. En plus, Pascal sera le modérateur avec moi aujourd'hui. Je vois que Philippe Mémard vient de nous rejoindre, un de nos glorieux et valeureux collègues. Ah, super, Philippe sur Alès. Ah, tiens, dites-nous où vous êtes. Dites-nous où vous êtes tous. J'ai vu Martine qui est en Corse, à Bastia. Bonjour Martine, j'ai vu passer ça. J'ai vu Florence aussi qui est du côté d'Arras. Bonjour. J'ai vu Mathieu, Christian, un fidèle Christian de Montpellier. Emmanuel, Aix-en-Provence. Bahreïn. Voilà, c'est ça qui est génial, Pascal. On a des gens de Bahreïn. Le Crest qui est à côté dans la banlieue de Montpellier, Avignon pour Sandra. Valeureux et glorieux Philippe Mémard. Oh là 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 là. Nancy avec Alexandre, Agen avec Jean-Baptiste, c'est génial. C'est ça qui est super avec les webinars, c'est qu'on peut voir du monde de partout. Pascal, tu es figé. Oui, j'ai perdu Pascal. Bon, j'espère qu'il va revenir. Pascal, si tu m'entends, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Anne Cairon de Montferrier-le-Lez, à côté de Montpellier. Bonjour à tous. Bon, ravi. On est près de 400, 360 et quelques inscrits à ce webinar. Comme d'habitude, vous êtes toujours des grands fidèles. Merci, merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. On va parler donc d'un sujet pour savoir si un bon manager peut-il devenir un bon consultant et un bon consultant en recrutement, puisque vous savez certainement qu'on a une grosse activité nous de recrutement de cadre, et on voulait parler de ce transfert puisque un certain nombre nous posent toujours la question, est-ce que moi qui étais ou qui suis manager, alors directeur des achats, directeur général, DRH, directeur commercial, est-ce que je peux devenir consultant et si oui, comment? Est-ce que c'est une bonne idée? Ce genre de choses. Donc on va discuter de ça. J'espère que vous m'entendez toujours, parce que j'ai perdu Pascal, donc j'espère que vous ne m'avez pas perdu au passage. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez la gentillesse de m'écrire dans le chat? 5 sur 5, me dit Alexandre. Ok, super. Donc, on a juste perdu Pascal. J'espère que Pascal va revenir avec nous. C'est les aléas du direct, comme dirait l'autre. Pour parler de cette notion de bon manager et de bon consultant, je voulais d'abord définir un petit peu ce qu'était un manager. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a écrit un certain nombre de livres, dont celui que vous voyez à l'écran, alors avec le fond d'écran, c'est toujours un petit peu étonnant. Le Management Epifit, c'est notre 32e livre sorti cette année en 2024. Peut-être que certains l'ont déjà. Si vous ne l'avez pas encore acheté, je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez, pour ceux qui le veulent, se le procurer. De toute façon, vous aurez le PowerPoint à la sortie. Bonjour Carmen. Vous aurez le PowerPoint, le support à la sortie, dans lequel il y aura les liens vers les livres, ce genre de choses. Mais n'hésitez pas à le commander. Pour nous, un manager, c'est quelqu'un qui va accompagner ses collaborateurs à faire bien les bonnes choses. Pour nous, consultants du Florian Mention Institute, Florian Mention Institute RH, c'est nous qui l'avons écrit. Peut-être que vous n'êtes pas complètement d'accord, peut-être que vous avez un autre avis, d'autres sujets. N'hésitez pas à commenter, à amender ce que je raconte, ce dont on discute. Évidemment, toujours avec positif, critique positive. Il ne s'agit pas de faire des grands débats. Donc, si vous avez une définition du management un petit peu différente, du bon manager un petit peu différente de celle que j'ai mis là, je serais curieux de vous lire dans le chat. Pour vous, c'est quoi être un bon manager? Au-delà de ce que j'ai raconté et ce que j'ai écrit là. Pascal, le retour.
Oui, désolé, une rupture, ça c'est la technique, voilà, une rupture impromptue d'Internet. Bon. Un classique, c'est les aléas du direct. Alors, j'ai demandé à nos amis, Pascal, pendant que tu n'étais pas là, qu'ils me fassent leur définition d'un bon manager par rapport à celle que nous, on leur propose dans notre livre, Le Management Epifit. Hein. Nous, on dit manager, c'est accompagner ses collaborateurs à faire bien les bonnes choses et je vais expliquer le faire, le bien et les bonnes choses. Alors, on a Alexandre Antoine qui nous dit représenter sa direction auprès de son équipe et représenter son équipe auprès de la direction. Ouais, un rôle d'intermédiaire. Alors, c'est effectivement, des éléments, mais je pense qu'il ne se suffit pas lui-même, en tout cas. C'est effectivement faire remonter les informations descendantes et remontantes. Voilà. Ah, Monique, effectivement, transmettre et faire grandir les collaborateurs. Ça se rapproche effectivement plus fortement de la notion d'un manager. Exactement, faire grandir, exactement. Un chef, c'est fait pour chefer, Philippe nous dit, Pascal. Ouais. Moi, j'aime bien Sandra, parce que je me définis comme tel, et elle a dû voir mon profil LinkedIn d'ailleurs, parce que je me qualifie à la fois comme un capitaine d'équipe, comme un coach et comme un chef d'orchestre. C'est tout ça à la fois aussi, un bon manager. Oui, bien sûr. Oui, le chef d'orchestre, hein, c'est toujours quelque chose. Et c'est ça qui est génial dans le chef d'orchestre. Moi, j'aime bien cette analogie-là parce que beaucoup, je désacralise quelque chose, beaucoup, et notamment en France, on a une fâcheuse tendance à recruter un manager parmi les meilleurs techniciens de l'équipe. C'est-à-dire que si tu es le meilleur vendeur, on va te mettre chef des ventes. Si tu es le meilleur comptable, tu vas devenir le DAF, si tu es le meilleur recruteur, tu vas devenir le DRH, etc. Et ça, c'est un vrai travers qu'on a en France. On a du mal à se dire, manager, c'est un job, en fait. Et c'est pas parce que je suis un super technicien, parce que le chef d'orchestre, il connaît les instruments, mais il ne sait pas jouer de tous les instruments. Il connaît la partition. Donc, il connaît une partie du truc. Et c'est même rarement un succès garanti. Hein, parce qu'enlever un bon technicien, on perd un bon technicien, on ne gagne pas systématiquement un bon manager. Oui, parce qu'en plus, on ne les forme pas. Donc, on part du principe qu'ils sont un bon expert technique et hop, ça part. Bonjour à Catherine G. Joly, notre nouvelle consultante sur Poitou-Charentes, Niort, qui est avec nous. Moi j'aime bien ce que dit Michel Guillaume. Réussir à souder ses équipes autour de lui et les épauler pour avancer ensemble. Je crois qu'il y a deux notions, effectivement, qui sont extrêmement intéressantes là-dedans. C'est souder ses équipes. Et pour moi, un manager, c'est avant tout quelqu'un qui impulse quelque chose, hein, quel que soit son niveau, c'est lui qui impulse son esprit. Et puis effectivement, il les épaule, il les accompagne au quotidien pour avancer ensemble, tous ensemble autour d'un projet. J'aime beaucoup cette définition. Ouais, et cette définition va beaucoup plaire à Catherine G. Joly puisque c'est une fan de rugby, elle est partenaire du Niort Rugby Club et les valeurs rugbystiques sont quand même très orientées sur ces sujets-là. Ouais. On est tous d'accord. Peut-être un peu moins avec le monde professionnel, le monde amateur est encore très soudé. Petite aparté. Merci Alexandre pour la loi de Peter. J'en parlerai de la loi de Peter juste après. Voilà. Dans notre notion de management d'Epifit, dans les origines de la notion d'Epifit, on parlera de ça. Bon, ben, je vois que ça discute, ça chatte bien. Vous voyez que c'est pas si simple en fait. Hein. La notion de bon manager, de manager et de bon manager, c'est pas si simple. Donc nous, on a la prétention de dire accompagner ses collaborateurs à faire bien les bonnes choses. Donc à faire, c'est-à-dire à réaliser les objectifs que l'on s'est fixés. Ça veut dire être performant. Et je vais traduire ça juste après. Bien, c'est-à-dire dans l'économie des moyens, être efficient. Et les bonnes choses, c'est-à-dire avoir su fixer les bons objectifs. Hein, donc être pertinent. Et il faut ces trois composantes. Hein, et le manager, il est là pour soutenir, aider, favoriser les collabs à faire ça. Oui, c'est un passeur, il est intermédiaire entre ceci et cela, il est là pour souder l'équipe, mais la base pour nous, c'est ça. Je donne une analogie, notamment dans la fonction commerciale, c'est très facile à comprendre. Le directeur commercial, il veut que ses commerciaux fassent du chiffre. Et donc, on s'est fixé des objectifs, et donc on a des commerciaux qui vont être super performants parce qu'il faut faire du super chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas oublier le bien.
Et le bien dans le commerce, ce n'est pas le chiffre d'affaires, Pascal, c'est la marge. Eh oui, parce qu'on peut faire beaucoup de chiffre d'affaires, mais si on dépense des sommes folles, si on achète à des prix qui ne sont pas les bons, etc., et qu'on y bouffe toute notre marge, on ne sera pas efficient. Donc, on aura utilisé trop de moyens par rapport à l'objectif. Ce n'est pas du tout efficient. C'est pas du tout efficient. Et puis, le troisième point, c'est on fait du chiffre et de la marge, mais on s'est trompé. On s'est trompé de secteur d'activité, on s'est trompé de produits, de services, etc. Et là, on s'est trompé d'objectif, en fait. On s'est trompé d'objectif, c'est la pertinence. Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? Est-ce que c'était là qu'il fallait aller? Et c'est peut-être des visions court-termistes. Parfois, on se dit qu'on va vendre que des stylos bleus. Oui, les stylos bleus marchent 2 jours. Et puis, à partir du 3e jour, on se rend compte, ah mince, c'était pas des bleus en fait qu'ils veulent, c'est plutôt des noirs en général. Alors oui, ça fait moins de chiffre d'affaires, moins de marge tout de suite, mais à long terme, c'est peut-être plus pertinent. Et donc, Et on rejoint une des principales qualités aussi du manager, c'est que le manager doit non seulement avoir sa vision, une vision à long terme de l'entreprise qui lui permet d'établir une stratégie, et c'est cette vision qu'il va non seulement partager, mais faire adhérer ses collaborateurs. Le manager, un bon manager, doit être inspirant. Voilà, je pense que ça fait partie aussi d'une définition. Il doit être inspirant, c'est au-delà du modèle, l'inspiration. Exactement, exactement. Donc, on a parlé du manager, de notre vision. Et ce manager, en fait, je le répète, il est sorti de notre livre, il est écrit dans notre livre, qui est la dernière version augmentée, la nouvelle édition augmentée du manager. Et comment faire grandir ses collaborateurs? Vous voyez en sous-titre. Alors, qu'est-ce que c'est que le management épiphyte? Tiens, alors, pour ceux qui n'ont pas le livre, parce que ceux qui ont le livre, je vous demande de ne pas répondre. Je sais qu'ils connaissent, par exemple, Philippe Mémard, les consultants du réseau qui sont présents dans le webinaire. Si vous avez la gentillesse de ne pas répondre à la question que je vais poser, tiens, c'est quoi Epiphyte? On apprend des mots avec le Florian Mansell Institut, c'est merveilleux. C'est la marotte de Florian. Florian Mansell, notre fondateur, adore les mots, adore la littérature, etc. Ah, oui. Et donc, le terme épiphyte, qu'est-ce que c'est? Alors, allez pas chercher sur Google. Jouez le jeu, ne regardez pas sur Google. Personne sur lequel on peut s'appuyer, Florence. Ouais, c'est s'élever sans écraser les autres. Mais ils savent tout. C'est une plante qui transforme l'air en eau. Non, pas tout à fait. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Mais c'est une plante, effectivement. C'est lié au monde des plantes. Ceux qui agissent en faveur de l'égalité, pas vraiment. Catherine, tu fais partie du réseau, dis donc. J'ai dit tous ceux qui n'ont pas le livre, qui n'ont pas lu le livre ou qui ne font pas partie du réseau Florian Mansell, parce que sinon c'est triché. C'est triché. Donc le terme épiphyte, je vais vous donner un indice, il est opposé au terme parasite. Donc c'est effectivement, ça vient du monde des plantes. Ça vient du monde des plantes voilà, exactement, Véronique. Les plantes qui se servent des autres pour pousser. Oui, mais Véronique, ça ne dit toujours pas épiphyte. Ce que c'est exactement, parce qu'un parasite prend aussi appui sur une autre pour pousser. Par exemple, le lierre. Le lierre, c'est une plante parasite qui va monter sur le chêne et qui va finir par l'étouffer. Ah, merci JC. JC, bonjour, je ne savais pas que vous avez rejoint. Je ne dirai rien, merci. Il y en a un qui a compris. Et donc, le lierre est une plante parasite, qui monte, etc. C'était une question lien avec l'ADN. Ah, j'ai pas compris la question. Oui, c'était. Non, parce que là, on est sur l'épée génétique, effectivement, et c'est un domaine un peu différent. Non. Ah oui, non, on va pas rentrer. Donc, la plante parasite, typiquement. Épi ce qui est dessus, fit ce qui est relatif aux végétaux. Oh là, Antoine, ça sent le chat GPT ou Wikipédia, ça. Moi, je dis ça, je dis rien, même pas. Alors, il est très fort. Tout mon respect, Alexandre. Donc, la plante parasite va monter sur une plante et va finir par la tuer. Le lierre, par étouffement, le gui se plug sur la branche et vient pomper la sève jusqu'à
tuer son support. La plante par épiphyte est exactement l'inverse. C'est une plante qui va rentrer en symbiose avec son support pour grandir ensemble. Comment faire grandir ses collaborateurs? C'est vraiment la notion de grandir ensemble. Alors, il y a deux plantes épiphytes que vous connaissez probablement, qui sont souvent appréciées pour deux raisons différentes, une esthétique et une gustative, qui sont à la base des plantes rampantes, plutôt de la jungle, les orchidées. Les orchidées sont des plantes épiphytes, c'est pour ça qu'on vend toujours les orchidées avec un petit support. Sinon, c'est une plante rampante à la base. Et il faut imaginer que cette plante rampante, l'orchidée, vit dans la jungle, hein, sous les tropiques, etc. Et pour se reproduire, une plante, elle a besoin de pollinisateurs, d'insectes. Pour attirer les insectes, les plantes ont inventé les fleurs. Et comme c'est la jungle, comme son nom l'indique, quand vous êtes une plante rampante, vous n'avez pas beaucoup de chances de vous faire butiner par un pollinisateur, même si vous avez des petites fleurs au sol. Donc, l'orchidée s'est dit, non seulement je vais faire des fleurs extraordinaires, les plus belles fleurs de la Terre, parce que c'est vrai que les orchidées ont quand même des fleurs extraordinaires avec des variétés incroyables, mais en plus de ça, je vais grimper sur quelqu'un, m'appuyer sur lui, surtout en ne l'abîmant pas, en faisant en sorte que lui il grandisse pour que, comme ça, les autres, je vais passer au-dessus des autres. Voilà. Ça, c'est l'orchidée. Et le deuxième, donc ça, c'est plutôt esthétique, et le deuxième, c'est gustatif, c'est la vanille. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans des vanillerais à Madagascar, La Réunion, moi je suis allé en Polynésie, j'ai eu la chance de me marier en Polynésie, marié civilement avec toujours la même épouse depuis bientôt 20 ans. On s'est mariés et on est allé visiter une vanillerais. Et les vanillerais, la plante en elle-même est une plante qui a besoin de support et ils mettent des supports pour les faire éclore et faire éclore les fleurs et faire éclore les gousses. Voilà. Et bien, dans les entreprises, c'est un peu pareil. Il y a des plantes parasites et des plantes épiphytes. Et oui, il y a le collaborateur qui veut tout de suite détruire, etc. Il y a des managers qui essayent de se protéger de ça et on essaye surtout pas de faire grandir et surtout pas de grandir ensemble. Hein, donc ça nous est venu, cette histoire est venue parce que Boris Cyrulnik, vous connaissez le pédopsychiatre, lui s'est inspiré. Merci Philippe, on voyage avec Florent mentionne. Je lis pas tout ce qui est dans le chat, Pascal, tu m'interpelles si. Je vois, mais Florence avait trouvé une définition effectivement. C'est la différence entre le manager qui se sert de son équipe pour son propre avantage et celui qui se sert de ses compétences pour permettre à son équipe de grandir. Voilà. Exactement. Mais c'est un mal, hein, c'est une difficulté. Alors c'est à la fois humain, il y a des ressorts humains. C'est très difficile pour des managers d'être dans le faire grandir. Alors pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a enfin obtenu le poste de manager, on essaye de le garder. Et effectivement, si on a des plantes épiphytes en dessous qui poussent et qui risquent de vous piquer votre job, vous avez envie de les tenir à distance. Hein. Et c'est le grand classique du directeur général et du directeur commercial qui se retrouve en phase de recrutement, hein, puisque nous, quand on fait des recrutements, on est en présentation. Et puis nous, on présente des super commerciaux, hein, ou des super ingénieurs commerciaux, etc. Et puis il y a le DG qui a les yeux qui brillent devant un super gars, ou une super fille, peu importe, sur un super candidat. Et puis le directeur commercial qui dit non, celui-là, il va être compliqué à gérer, tu comprends, parce que voilà, il va être difficile. Non, lui, il est mieux, c'est un bon soldat, une bonne fourmi, tu vois, il est travailleuse, benogneuse. En fait, il protège son job, hein, parce qu'il a compris que l'autre, il allait peut-être un peu le bousculer. Et est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est capable de gérer ça? Et l'autre exemple que je prends, c'est que peut-être parmi nos visiteurs, je ne sais pas comment on va appeler, nos internautes, nos webinaristes, certains se souviennent d'un ce qu'on appelle souvent un mentor, hein, de quelqu'un qui vous a fait grandir dans votre carrière. Souvent, si vous avez eu la chance de croiser quelqu'un comme ça, en général, vous vous en souvenez. Hein, vous vous souvenez de cette personne comme quelqu'un qui vous a fait grandir. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir dans ce livre. Et donc, on s'est inspiré d'une loi physique, puisque Boris Cyrulnik, lui, avait pris la résilience, loi physique qui veut que si on tord un métal, selon certaines conditions, ils redeviennent. Lui, il a appliqué à la pédopsychiatrie des enfants qu'on a violés, battus, etc.,
Si on les remet dans un certain contexte, ils vont redevenir dans la normalité, revivre une vie classique. Donc on a pris ça, lui il a pris une loi physique, nous on a pris une loi végétale. Et puis c'est effectivement opposé à la loi de futilité de Parkinson. Alors, Parkinson c'est un sociologue anglais pour lequel l'État anglais à la sortie de la guerre avait demandé une étude pourquoi l'administration anglaise, qui était pléthorique, ne fonctionnait pas. En fait, il a travaillé sur le fait que plus une entité est grosse, plus on recrute des incompétents et plus on s'occupe des choses futiles et plus des choses importantes. L'exemple typique, c'est Kodak qui est mort parce que les managers là-haut pensaient plus à la couleur de leur bureau, la taille de leur voiture et leur voyage, plus que de savoir si le numérique allait passer par là, sachant que qui a inventé le numérique, qui a déposé le brevet de l'appareil photo numérique? Kodak. Voilà, ils ont laissé passer le train. Et c'est opposé aussi, alors je ne sais plus qui m'a parlé du principe d'incompétence de Peter, le management épiphyte est opposé au principe d'incompétence de Peter. On n'a pas, le plafond de verre n'existe pas. Surtout si on est bien accompagné. Si un manager vous accompagne, vous verrez que tout collaborateur peut se développer, peut avancer, peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est ça les bons managers selon nous. Donc, ce sont des managers épiphytes. Voilà, être un bon manager, ce sont des managers épiphytes. Je vois que ça discute dans le chat. Oui, mais comme l'a dit Philippe, hein, le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses. Je vais rebondir là-dessus. J'ai eu la chance, moi, quand j'ai démarré ma carrière professionnelle et j'ai intégré le groupe Saint-Gobain, de rencontrer, parce qu'à l'époque, ça se faisait, hein, le président de branche recevait de façon très cérémoniale tous les jeunes ingénieurs et les nouveaux cadres arrivants. Et il m'a dit une chose qui m'est restée encore, hein, 35 ans après. Il m'a dit, pour réussir, il faut toujours s'entourer de personnes plus intelligentes que toi. Voilà. C'est ça le secret de la réussite. Parce qu'à la fois, on les fait grandir, mais ils nous font grandir. On est sur des vases communicants. Et c'est la recette du succès. C'est effectivement, il ne faut pas se freiner. Ce que tu expliquais tout à l'heure, un directeur commercial qui dit celui-là, il me fait peur. Eh bien non. Prendre une personne qui va être extrêmement intelligente, eh bien, c'est un succès pour les deux parce que la personne va être hyper motivée et puis un bon collaborateur, eh ben, on va le faire progresser. On n'a pas peur qu'il nous prenne sa place. À la limite, il aura dans une autre branche ou sur un autre poste, etc. Et il évoluera au sein de l'entreprise, de toute façon. Voilà. Oui, mais le manager, mon directeur commercial, lui, il a des objectifs à court terme. C'est faire le chiffre, faire la marge, etc. Et donc, gérer quelqu'un d'intelligent, de compliqué, qui va peut-être partir de mon équipe et qui va pas vouloir rester, etc. Moi, ça m'enquiquine en tant que manager. Moi, je veux quelque chose parce qu'on croit tous que la vie est un long fleuve tranquille dans le monde de l'entreprise. Et donc, ça y est, enfin, mon équipe est stable, mes clients sont sympas, tout se passe bien, etc. Mais non, c'est pas ça la vie, on le sait. Donc, c'est un leurre, on est sur des sables mouvants en permanence. Il faut l'accepter, il faut le vivre. Et donc, effectivement, avoir des collaborateurs de bon niveau qu'on va aider à grandir. Et tant mieux s'ils vont dans d'autres services, s'ils veulent évoluer ailleurs, s'ils veulent prendre votre poste, etc. Ben, tant mieux. Faites ça, vous verrez que, effectivement, je suis d'accord avec toi, Pascal, tout le monde va grandir. On va grandir ensemble. On va nécessairement grandir ensemble. Mais c'est une question d'acceptation personnelle, humaine, qui plus est dans notre monde pyramidal où on nous a expliqué depuis tout petit qu'il fallait prendre l'ascenseur social et que machin. C'est aussi très franco-français. Alors, Michel a raison, un manager ne sait pas tout faire, mais il sait, alors je ne vois pas, mais il sait déléguer. Effectivement, c'est ça. Plus on monte dans la hiérarchie, moins on devient expert, mais l'objet n'est pas là. Le tout, c'est de s'entourer de super experts, effectivement, qui apporteront chacun leurs données et leurs compétences. Absolument. Oui, Florence a raison. C'est comme un peu le transfert en psychologie. Un collaborateur qui progresse fait aussi progresser son manager. On oublie souvent que la relation est à double sens. Effectivement, ça va pousser le manager à être plus performant. S'il a un collaborateur exigeant, eh ben, tant mieux. Ça nous pousse à avancer, à innover, à nous former, à continuer à nous former, pas rester dans monolithique, etc. Mais c'est la nature humaine. À un moment donné, tu as envie de te reposer, de te dire, bon, super, c'est facile, ça marche bien, etc. Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Et à titre personnel, à chaque fois que j'ai recruté un collaborateur, à quelque poste que ce soit, j'ai toujours passé
J'ai toujours passé au moins 1 heure avec lui pour le connaître, pour qu'il m'explique sa vie, pour lui expliquer la mienne et pour lui demander ce qu'il attendait de moi en termes de manager, très concrètement. Voilà. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux t'apporter au quotidien, moyen et à long terme? Voilà. Et ça, je pense que c'est relativement important aussi de mettre les choses en face. Alors, je suis d'accord avec ce que dit, tout à fait, Pascal, tu as raison. Je suis d'accord avec ce que dit Mathieu. Bonjour Mathieu Oran, on se connaît bien. Un bon manager, pour le rester, doit être bien managé lui-même. Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a c'est toute la notion de direction, de gouvernance, etc. Mais c'est aussi, et il ne faut pas attendre de l'autre, en fait. Hein. Je dis attention aux managers, aux intermédiaires, aux collaborateurs de manière générale. On entend souvent dire oui, mais mon chef, il ne veut pas ceci. Ben, je ne sais pas, en fait. Moi, je ne sais pas. Et s'il ne le veut pas d'une telle manière, on va l'essayer d'une autre manière. Et puis, si ce n'est pas avec lui, ben, allez voir ailleurs. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Si ce n'est pas le bon manager, si ce n'est pas la bonne entreprise, ben, il ne faut pas hésiter à bouger. Hein. Ah oui, mais je ne peux pas, j'ai des engagements. Donc, ne me dis pas que c'est la faute des autres. Ne me dis pas que c'est la faute des autres. Les grands principes du management Epifit, identifier les talents, on l'a dit et redit, faire confiance au potentiel et faire grandir les collaborateurs. Hein. C'est comme ça que vous allez trouver dans le livre, c'est véritablement ça. Il y a Christian qui nous demande de nous recentrer sur le thème. Est-ce qu'un bon manager sera un bon consultant en recrutement? On y vient, oui, Christian. Oui. Ne t'inquiète pas, Christian, on va y venir. Les grands principes du manager Epifit et du bon manager, croire en l'être humain, j'ai vu Béatrice qui l'a dit tout à l'heure, faire confiance a priori, fédérer autour d'une identité commune, et tout ça vous l'avez cité, hein, associer aux décisions, connaître autrement que par la fonction, ce que tu disais tout à l'heure, promouvoir la transparence, faire preuve d'authenticité, renouer avec la proximité. La proximité, ça ne veut pas dire être copain, hein. C'est travailler ensemble, hein, libérer l'expression et respecter ses engagements. Voilà quelques belles qualités d'un bon manager selon nous, et puis bien évidemment. Et donc, je reviens à mon histoire, Christian, j'y viens, hein, donc j'accélère un petit peu. Il a bien fait de nous le rappeler. Être consultant, c'est accompagner ses collaborateurs, ses clients à faire bien les bonnes choses. Je ne vais pas revenir sur le détail de tout ça, mais je vais vous livrer 3 secrets de consultants en recrutement qui montrent bien, qui sont, elles, issues de notre autre livre, Les 13 secrets. Déjà, un consultant en recrutement, il doit travailler son jardin, et un consultant de manière générale, entre le besoin exprimé et le besoin réel. Il doit trouver un client, il y a une notion commerciale, hein, pour un bon consultant, il ne faut pas le négliger. Et puis son jardin, ça doit être l'analyse, le conseil sur, tiens, le client me dit ça, mais est-ce que c'est son vrai besoin? Est-ce que quand il me dit, en recrutement, hein, je vais prendre toujours des exemples en recrutement, est-ce que quand il me dit qu'il veut recruter un commercial qui va vendre des cacahuètes dans la région lyonnaise à la grande distribution, parce que son commercial s'en va, est-ce que c'est son réel besoin? Tiens, je vous pose la question à tous. Encore une fois, ceux qui connaissent la réponse ne répondent pas, s'il vous plaît. En tout cas, ceux qui connaissent la réponse que moi je vais formuler, hein, qui m'ont entendu déjà le dire, donc les gens de notre réseau notamment. Quel est le besoin réel d'un dirigeant d'entreprise qui vous dit mon commercial qui vend des cacahuètes à la grande distribution s'en va sur Lyon, il faut me le remplacer, monsieur Loulière? Ça, c'est le besoin exprimé. C'est quoi le besoin réel? Ça, c'est un test que l'on fait, nous, on demande ça à tous nos consultants avant qu'ils rentrent. Hein. Donc, pour voir si vous êtes des potentiels futurs consultants du réseau Florent mentionne. Donc, tous ceux qui sont déjà dans le réseau, n'y êtes. Hein, je ne veux pas vous entendre. Est-ce que les autres, vous avez une idée des réels besoins? Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Être rassuré, oui. Vendre ses produits. Ah, Francis, bonjour Francis. Si c'est le Francis Riquet que je connais, bonjour à toi. Maintenir son développement. Chiffre d'affaires, marge. CA, marge, etc. Elle n'est pas mauvaise. Vendre des cacahuètes, Véronique. Maintenir l'équilibre dans son organisation, il y a de cela. Elle est pas mauvaise, Florence. Hein, elle n'est pas mauvaise. Parce qu'effectivement, vendre ses produits, Francis, ça ne suffit pas. Faire du chiffre d'affaires, ça ne suffit pas.
c'est faire de la marge. Hein. L'idéal, c'est faire de la marge. Donc, son besoin réel, c'est faire de la marge en vendant des cacahuètes à la grande distribution sur la région lyonnaise, son réel besoin. Alors que lui, il dit, il faut me recruter un commercial, etc. Est-ce que faire de la marge en vendant des cacahuètes sur la grande distribution sur la région lyonnaise, ça passe par le recrutement externe d'un candidat? J'en sais strictement rien. Peut-être que le chef des ventes qui habite à Lyon pourrait prendre le secteur. Peut-être que l'assistante commerciale qui connaît tous les clients pour aller sur le terrain. Peut-être que le livreur qui connaît aussi tous les clients et qui fait déjà la tournée sur le terrain pourrait faire commercial en plus ou directement, etc. Et peut-être qu'on pourrait prendre une force de vente supplétive. Enfin, des solutions, il en existe des dizaines. Et c'est ça le rôle d'un consultant. Hein, c'est ça le rôle d'un consultant. Donc, mais j'aime bien, alors hop, j'essaie de la retrouver, le petit mail de Martine Farticelli. Le directeur cherche à remplacer par un clone du précédent, mais ce n'est peut-être pas la bonne approche. Ce n'est même sûrement pas la bonne approche. Ouais. C'est ce pourquoi on se bat. Parce que la nature ayant horreur du vide, on ne remplace pas X par Y. Voilà. Exactement. On ne cherche pas un clone. L'organisation, elle a bougé à partir du moment où une personne est partie. Voilà. Et les rôles se sont répartis plus ou moins. Et puis, au-delà de la partie professionnelle, chaque individu a au sein d'une organisation et d'une entreprise un rôle qui n'est pas mesurable, mais qui peut être un rôle de facilitateur, un rôle de relationnel, etc., qu'on ne sait pas mesurer. Donc, la raison pour laquelle on ne recherche pas un clone. Parenthèse. Donc, voilà. Pour aller dans le sens de Carmen qui dit j'ai perdu aussi, profiter du contexte de changement, c'est une opportunité pour repenser l'organisation. Eh bien, Carmen a tout compris également, puisque nous on dit le métier de consultant, c'est résoudre un problème organisationnel et humain. Résoudre un problème organisationnel et humain. J'ai du mal à le dire. Donc, c'est exactement ce que tu exprimais. Voilà. Et donc, trouver le collaborateur qui sera performant grâce à son entreprise. On a une petite formule P égale CM3. Einstein n'est pas très loin dans notre inspiration. Vous avez vu, on utilisait tout à l'heure Boris Cyrulnik. Là, on s'est inspiré d'Einstein, etc. Donc, effectivement, le rôle d'un consultant, qui plus est d'un consultant en recrutement, parce qu'on connaît très, très bien cette organisation-là, c'est véritablement travailler sur le besoin, travailler sur la résolution de problèmes, trouver des solutions. C'est exactement ça. Et Florence a mis vraiment le doigt sur la problématique. D'autres solutions existent, promotion interne, réorganiser ses services vente, après-vente, avec une répartition différente des missions. Eh bien, c'est entre autres ce que le cabinet Florent Mention Institut va réaliser quand on se déplace chez un client avant même d'entamer une mission. C'est ce qu'on appelle l'audit organisationnel. Voilà. Exactement. Et Pascal, je suis ravi parce que Florence rejoint notre réseau normalement sur Arras. Donc on a, quand je lis ce que Florence nous écrit, je me dis qu'on est raccord. Avec Florence. Merci Florence pour tes témoignages et tes interventions toutes pertinentes. Donc je suis Loïc Douillère, co-gérant du Florent Mention Institut depuis 20 ans. Le cabinet va bientôt avoir 50 ans. On fait effectivement du recrutement de cadres principalement, tout secteur d'activité, toute fonction. J'ai eu une vie, je suis passé de chasseur de sous-marins à chasseur de tête. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Vous avez mon adresse email avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn également pour gardons le contact ensemble, ce genre de choses. Vous avez mon CV ici, je vais pas m'étendre maintenant. Pascal, tu veux dire un petit mot sur toi? Bon, très rapidement, moi je viens du monde de l'industrie, sur des postes à la fois de direction de filiale, direction commerciale France et Europe. La raison pour laquelle voilà, j'étais dirigeant, donc je gérais à la fois des ressources humaines à 360 degrés, à la fois du commerce, de la RH, du PNL, etc., de l'exploitation. Et ça m'a permis de maîtriser, de comprendre en profondeur tous les fonctionnements et surtout les besoins d'une entreprise. Et en tout cas, le virage que les entreprises sont aujourd'hui en train de vivre. Je vais parler d'enjeux écologiques, économiques, je vais parler de normes environnementales, etc. Et notre rôle des enjeux managériaux aussi. Absolument, qui sont des enjeux que doivent porter les directions d'entreprise, qu'elles soient PME ou grands groupes. Et nous sommes là aussi justement pour aider, pour accompagner ces futurs managers à faire et accompagner ces entreprises sur ces transformations. Voilà, clairement. Merci Pascal.
Quelques autres qualités que je rajouterais sur un bon manager. Alors, être un manager efficace, on l'a dit, je ne le répète pas, sinon je vais me faire rouspéter, houspiller par notre ami Christian tout à l'heure, avec bienveillance, bien sûr, Christian. Avoir le sens de l'équipe, il y a quelqu'un qui nous l'avait dit, bien sûr, hein, le collectif, c'était notre ami Aimé Jacquet qui s'était fait vilipender, mais en attendant, il a gagné une Coupe du Monde, la première pour la France, donc fondamental. Le manager, c'est décider, j'ai eu quelqu'un aussi qui l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement décider, c'est choisir, c'est prendre des décisions, c'est savoir dire non, et il y a un certain nombre de managers qui ont du mal avec ça. Et qui soit ne savent pas dire non, soit disent non brutalement. Soit disent non brutalement. Savoir dire non, ça s'apprend en fait. Hein. C'est pas ben non, c'est pas maintenant. On peut planifier un moment pour rééchanger. Je suis occupé à ce moment-là. C'est peut-être pas la bonne solution. On devrait la travailler ensemble, etc. C'est accompagner ce non. Donc décider. Et puis gérer les conflits. Ben oui, un manager, il va gérer les conflits. C'est pas le monde des bisounours. Hein. Il va y avoir plein de choses parce qu'on est dans l'humain. Et dans l'humain, il y a plein de non-dits, plein de problématiques diverses et variées. Les adresses, les emails, alors là, je vous en parle même pas. Hein. Vous avez tous vécu ce sketch incroyable où vous écrivez un mail à la façon, voilà, l'autre le prend mal et ça s'envenime et à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut prendre son téléphone parce que sinon, ou aller voir la personne. Sinon, on ne désamorce pas une bombe. Hein. Voilà. Des conflits, le manager, il va avoir en gérer dans son équipe, avec ses collabs, avec les collabs des autres équipes, avec les managers des autres équipes, avec les clients, les fournisseurs. Enfin, il va falloir en gérer hein, des choses. Il y a Alexandre qui nous dit que c'est ne pas considérer que son temps a nécessairement plus de valeur que celui des collaborateurs. Effectivement, il revient sur les qualités d'un manager. Oui, c'est ça. Oui. Bien sûr. Tout à fait. Je rajouterais pour les qualités d'un consultant, on en a vu tout à l'heure, la curiosité. Le métier de consultant nécessite une très grande curiosité qui se lie aux deux autres, l'ouverture d'esprit et l'adaptabilité, parce que on va se retrouver confronté en tant que consultant à des multiples situations, dans des multiples univers et qui parfois sont très surprenants. Un exemple, mon premier client, et qui est toujours mon client, est un grand groupe, pour pas le citer, qui s'appelle Urbacer, qui fait du traitement et de la collecte de déchets, dans la gestion des déchets. J'ai commencé avec eux, ils étaient une toute petite filiale en France de 30 personnes, aujourd'hui ils sont 1500, j'ai recruté 200 personnes pour eux. Si j'avais pas été curieux de leur process industriel, j'aurais jamais fait autant de recrutement avec eux. C'est ce qui a fait, voilà. Et aujourd'hui, je me suis passionné, peut-être pas passionné, mais vraiment intéressé à leur process. Et donc, je sais ce que c'est qu'une UVE, un incinérateur, une usine de méthanisation, un centre de tri, des cribles, des ceci, des cela et des trucs. Donc, on doit nourrir cette curiosité parce que je vais à la fois travailler, moi, avec des gens qui font de la gestion des déchets, comme je vais travailler le lendemain avec une entreprise qui fait une mutuelle d'assurance. Rien à voir, on est d'un côté dans un chaîne industriel, de l'autre côté dans du service, etc. Donc voilà, si on n'est pas curieux de l'autre, de l'environnement, etc., on va avoir du mal. Si on aime bien rester dans son petit univers, c'est difficile. Hein, c'est difficile pour quelqu'un. Et donc c'est là où on commence à sentir un petit peu les différences entre être un manager très à l'aise dans son univers, dans son secteur d'activité, dans sa fonction. Et là où le consultant doit être ultra éveillé, une grande ouverture d'esprit, une grande adaptabilité. Tout le monde me dit, oui, moi je suis adaptable. Croyez-moi que quand on est consultant, il faut vraiment s'adapter parce qu'on travaille, Pascal l'a dit, avec des toutes petites comme des très grandes. Quand on travaille avec, je sais pas, moi, Veolia, là en ce moment je travaille pour Deloitte, la branche avocat de Deloitte. C'est pas du tout la même chose que quand je travaille avec la TPE PME du coin qui vend un cabinet d'assurance local. Je dis pas que c'est mieux ou c'est moins bien, mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a juste rien à voir dans le réflexe, dans le mode de fonctionnement, dans l'échange. Absolument. La richesse de ce métier, c'est que chaque cas est quasiment unique parce que l'entreprise va être différente. Le besoin du poste et le besoin en tout cas de l'entreprise, ben forcément, il sera pas le même en 2024, certainement qu'en 2025 ou 2026, parce que les marchés évoluent, parce que l'organisation a évolué, etc., etc. Donc, il faut s'adapter avec tout ça et il faut
ben, il faut le sentir. Donc, l'esprit d'analyse et de synthèse, oui, elle est impérative et elle doit être relativement rapide. Et dans l'audit organisationnel, il faut très vite aller cerner et ben, se faire un petit SWOT très rapidement. Voilà, c'est quoi vos forces, vos faiblesses, c'est quoi votre culture d'entreprise, qu'est-ce que vous recherchez réellement, vous êtes sûr que c'est ça, non, ça serait plutôt ça, etc., etc. Donc oui, ben c'est ça. Effectivement, c'est à la fois de la curiosité, c'est de l'ouverture. Ça veut dire avoir un parcours qui est aussi qui est une certaine richesse malgré tout, hein, ou avoir été confronté à un certain nombre d'épreuves, parce que c'est les épreuves aussi qui nous font. Donc, bah, c'est tout ça. Alors, et donc, Véronique effectivement, nous dit, plus je vous écoute, plus je vois le rôle du consultant comme responsable achat ou acheteur. Alors, peut-être. Si vous pouviez détailler un petit peu, Véronique, parce que là, je connais pas suffisamment ce que peut faire un responsable achat ou acheteur. Oui, puisque Ça ce que Véronique me paraît en tout cas peut-être assez restrictif parce que on n'achète pas de l'humain. J'aime pas bien ces termes-là. On essaye de mettre en adéquation une personnalité et forcément des compétences, mais aujourd'hui de plus en plus une personnalité avec les besoins et la culture de l'entreprise. Donc, ça va au-delà d'un acte. On a beaucoup travaillé sur la culture, sur l'entreprise, etc. Ouais. Mais je pense que Véronique, qui va peut-être compléter, veut dire qu'un acheteur, il doit travailler avec plusieurs services, plusieurs fournisseurs et compiler, être curieux, comprendre, être ouvert, s'adapter, parce que quand on achète des minéraux ou quand on achète du matériel, etc., c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je pense que c'est ce que veut dire Véronique. Oui, j'imagine que c'est ça. Avant tout, également, un chef d'orchestre, justement, doit comprendre ses clients. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est d'accord, Véronique, hein, sur l'idée, etc. Je rebondis sur ce que dit Michel tout à l'heure. Un bon consultant doit savoir cibler la demande de son client. Oui, il doit l'aider, hein, et c'est là où la notion d'analyse et de synthèse, le diagnostic en amont, il est fondamental. C'est pas je prends le cahier des charges envoyé par le client et puis je me jette sur la solution. Surtout pas. C'est vraiment du consultant, hein, et surtout en recrutement, on confond recruteur et consultant en recrutement. Pour nous, on fait bien la différence. Donc ça, c'est important. Oui. Et je me permets de rebondir parce que je me souviens encore quand nous avons fait la formation, j'ai fait la formation donc avec toi, et tu nous as cité un exemple, effectivement, d'une entreprise qui recherchait un commercial type, et finalement, le dirigeant en est ressorti avec un profil complètement différent. Complètement différent parce que très souvent, même nos clients pensent avoir identifié leurs réels besoins et puis en discutant effectivement sur leur organisation et leurs besoins à venir, on s'aperçoit qu'effectivement la fiche de poste évolue. Et ça, vous le voyez d'ailleurs certainement très souvent sur les annonces ou si vous avez l'occasion de faire un parcours de recherche d'emploi où vous dites, mais finalement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. C'est parce que ce travail en amont n'a pas été fait. Exactement. Et puis enfin, le consultant, j'en ai parlé tout à l'heure, il a aussi un rôle de business développeur commercial, de relationnel commercial, puisqu'il est au contact du client. Il y a une notion commerciale non négligeable pour la mission actuelle, mais aussi pour les missions futures. Et ça, c'est vrai qu'un certain nombre de personnes qui veulent basculer de manager à consultant l'omettent en se disant, moi, je suis un très, très bon technicien dans mon métier, donc je suis un très, très bon directeur commercial, je suis un très, très bon directeur général, je suis un très, très bon DRH, je suis un très, très bon directeur des achats, puisque Véronique doit être dans les achats, j'imagine. Oui, mais encore une fois, c'est un peu comme l'histoire du super acheteur qui devient mécaniquement directeur des achats. Est-ce qu'il est un bon manager? Pas forcément. Et notamment, pas forcément un bon consultant, notamment parce que la plupart omettent qu'il va falloir aller chercher un client, trouver des missions. Et ça, en tant que consultant, c'est quand même pas négligeable dans la boucle, hein. Donc vraiment, ne pas oublier, si j'ai un conseil à faire à ceux qui nous écoutent, qui sont dans cette idée de bascule, de se dire, moi je suis un super ceci ou cela dans mon métier, j'ai plein de choses à apporter à des entreprises, etc.
attention, il faut aussi trouver les clients, trouver, etc. Je fais le parallèle avec nos amis avocats. Je fais de temps en temps des formations auprès des avocats en devenir et on leur explique rarement dans leur métier de droit qu'il va falloir trouver des clients. Donc, ils sont des super techniciens du droit, mais ils sont des très mauvais commerciaux. Des très mauvais commerciaux. Et c'est pour ça que vous avez un certain nombre d'avocats qui ne vivent pas de leur métier, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont des super machines de guerre en droit, mais ils sont infichus de l'expliquer à quelqu'un. Donc ça, ça. Pas l'oublier. Et quand Carmen nous dit un consultant identifie et capte les talents qui sont autant de ressources vivantes en devenir, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est des gens qui sont aussi susceptibles non seulement d'apporter à l'instant T à l'entreprise ce qu'elle recherche, mais d'évoluer et d'apporter beaucoup plus derrière. Oui, Mathieu évoque une notion d'éthique et de business, c'est important. En tant que consultant, il ne faut pas vendre pour vendre, hein, effectivement, il faut vendre par rapport aux besoins réels. Alors parfois, on peut être tenté parce que on n'a pas de mission, parce que y a une opportunité, on la saisit, etc. Il faut y faire très attention. Hein. Donc, trouver le bon curseur entre la commercialisation, ne pas oublier qu'il va falloir vendre, mais ne pas tomber dans le travers de l'hypervente à tout prix, etc., en gardant la notion de conseil qui est fondamentale. On est d'accord. Donc, les qualités communes entre un manager et un consultant, la diplomatie, hein, les deux. Vous voyez que le petit dessin avec le bonhomme en l'air, voilà, pour nous, le manager Epifit, c'est ça. Hein, donc, il est là pour aider, accompagner les autres à passer. Beaucoup d'écoute, il y a quelqu'un qui nous l'a dit tout à l'heure, le sens de la communication. Dans les deux cas, il faut être vraiment à l'aise avec la notion de communication. Donc, si vous êtes plutôt un manager taiseux, dans votre coin, très technique, etc., méfiez-vous de ça. Ça va être difficile de passer. Il faut être positif, et oui, positive attitude en tant que consultant ou en tant que manager. Il faut impulser, donner. C'est pas la méthode Coué non plus, soyons bien clairs. Hein. Mais malgré tout, irradie du positif et tu recevras du positif. Et que tu sois consultant ou manager, ça a du sens. Hein. Ça a vraiment du sens. Il faut être humble. Il faut de l'humilité. Dans les deux cas, être manager, c'est avoir l'humilité vis-à-vis des collaborateurs qui aujourd'hui peuvent vous apprendre plein de choses et peuvent vous faire grandir. Et puis en tant que consultant, être humble parce que votre client, il fait déjà bien des choses depuis longtemps. Donc c'est pas vous avec toute votre science qui allez lui expliquer comment il doit faire son business, ses recrutements. Nous on est très humbles. Hein. On arrive dans des entreprises à qui, quand on parle de conseil en recrutement, les entreprises, elles ont 100, 200, 300, 10 000 salariés. La personne qu'on a en face de nous a peut-être déjà recruté plus de gens que nous. Ça peut arriver. Donc il faut rester très humble, disponible bien sûr. Il faut savoir gérer du stress. C'est pas forcément le même stress. Le stress d'un manager, ça va être le stress lié à peut-être la pression de l'entreprise, de l'objectif commun, la retranscription, le management des équipes avec des diversités, avec des aléas, etc. Et puis la gestion le stress du consultant, c'est souvent lié au business. Est-ce que je vais avoir du business? Oui, non, peut-être. Et puis, est-ce que je vais réussir la mission? Mon client me bouscule un peu, n'est pas tout à fait d'accord avec moi à ce moment-là. Il faut que j'arrive à lui. Voilà, ça génère un peu de stress, donc ça peut être inquiétant. Hein. Aider l'autre à réussir, bien sûr. La confiance a priori. Hein, on a une fâcheuse tendance à être dans la confiance a posteriori. Montre-moi ce que tu vaux et je te donnerai ma confiance. Non, il faut pas ça. Il faut faire de la confiance a priori. Et enfin, dire ce qu'on fait et faire ce que l'on dit, c'est-à-dire être congruent. J'imagine que nos amis ont réagi à tout ça ou vont réagir à tout ça, Pascal. Alors, comme pour son manager, le consultant inspire confiance, l'attitude positive, ça c'est Marvin. L'attitude positive est vraie dans le professionnel comme dans le personnel. Il est important de savoir garder une bonne humeur constante car la vie sera bien meilleure. Évidemment. Oui. Évidemment. Oui. Il a raison. Oui, tout à fait. Il vaut mieux voir les choses, le verre à moitié plein qu'à moitié vide, hein, et dans tous les cas, etc. Mais c'est encore plus vrai. Il y a des métiers où c'est plus vrai que d'autres. Dans le métier de management et de consulting, il y a en plus cette notion de passer le message, de passer la chose, quoi. Allez. Philippe, mais il est de chez nous. Un bon manager possède un vrai potentiel pour être un consultant, mais un potentiel n'est qu'une promesse.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien Bien sûr, bien sûr. sûr. Ouais. Donc un bon manager peut-il devenir un bon consultant? Réponse à la question, possible mais pas systématique. Beaucoup, alors on l'a vu naître depuis quelques années, alors le Covid a accéléré ce phénomène-là, moi je le cible un peu avant, à partir des années 2000, on a senti poindre, et l'État ne s'y est pas trompé, si l'État a créé ce statut d'auto-entrepreneur, maintenant de micro-entrepreneur, et qu'il a doubler les possibilités sur ce statut-là, faciliter les SASU, les EURL, etc., toutes ces micro-entreprises, c'est pas pour rien, c'est qu'il sait que c'était quelque chose de sous-jacent, le fait de devenir freelance, de devenir consultant, et donc un certain nombre se sont dit, eh ben, effectivement, tiens, je vais me lancer parce que je suis très compétent, parce qu'on me reconnaît dans l'entreprise, etc. Mais attention, il y a des prérequis. Il y a des prérequis et il y a Audrey qui dit bonjour Audrey, Voilà. je pense être un bon manager, mais au niveau commercial, j'ai du mal. Ben oui, et oui, et c'est bien la difficulté en fait. C'est bien la difficulté. Donc l'autre conseil, si vous sentez Audrey que ça coince, c'est peut-être de se former. Notamment au métier de consultant, aux métiers commerciaux, si on sent que c'est l'aspect commercial qui nous manque, le relationnel, mettre en place, etc. Et donc, ne pas négliger cet aspect commercial. C'est souvent le travers. On peut être un très bon technicien dans son métier. J'ai senti ça un petit peu dans Véronique tout à l'heure sur la notion d'acheteuse. J'imagine que Véronique, vous êtes une responsable des achats ou une directrice des achats. Oui, les acheteurs vont vous dire, les acheteurs, c'est comme faire du commerce, être un acheteur. Ah non, acheter et vendre, c'est pas du tout la même chose en fait. Donc attention, ne croyez pas que d'être un bon manager des achats ferait de vous un bon consultant en achat, qui plus est, un bon consultant en recrutement. Donc ne négligez pas. Peut-être qu'intégrer un réseau, alors là je fais un petit peu ma promo, évidemment, intégrer le réseau, et qui plus est un réseau comme le Formation Institut RH, parce qu'on forme, parce qu'on accompagne sur les aspects commerciaux, qu'on accompagne, qu'on anime nos consultants, qu'on donne des outils. Voilà, tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout commercial, nous dit Véronique. Tu vois, j'avais lu entre les lignes, Véronique. Donc, mon conseil, Véronique, c'est que si vous voulez devenir consultant, qui plus est consultant en recrutement, il y a peut-être rentrer dans un réseau, ou en tout cas des étapes intermédiaires pour ceux qui veulent le faire. Ne minimisez pas ça. Et Carmen, pardon, Carmen nous dit le consultant doit s'approprier une nouvelle identité professionnelle. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'on passe, j'aurais tendance à dire qu'on passe de l'autre côté de la vitre, puisqu'on est conseil effectivement, donc on sait ce qu'on doit apporter aux entreprises, mais on a une posture qui est différente, d'où la gestion du stress qui est aussi différente, clairement. Ouais, clairement, c'est pas la même. Mais effectivement, c'est un nouvel avis. C'est ça. Et Carmen rajoute, pour vivre de son art, il faut penser business model. Oui, exactement. Avant de se lancer, c'est business model. Et dans le business model, il y a modèle, mais il y a surtout business. Et donc pour ça, il faut se faire accompagner. Si on ne se sent pas, on intègre un réseau. Alors ça peut être de la franchise, ça peut être d'autres modes de fonctionnement, etc. Ça peut être aussi travailler en sous-traitance. Le portage peut être une solution, mais le portage c'est qu'une solution technique, Audrey. C'est une solution contractuelle. C'est un statut. C'est un statut. C'est pas le portage qui va vous trouver du business, Audrey. Attention, le portage, c'est au lieu d'être auto-entrepreneur ou micro-entreprise, vous êtes porté. Alors, il y a des sociétés de portage qui accompagnent un petit peu, mais pas beaucoup. C'est pas leur rôle. C'est plus une notion administrative, le portage. Le portage rassure dans la mesure où, quand on est salarié, on a toujours été salarié pendant 20 ans, se retrouver à une des difficultés aussi quand on devient freelance consultant, c'est de se retrouver à plus avoir de fiches de paye. Et ça peut être un peu déroutant parce qu'il y a des réflexes qui sont plus les mêmes en termes d'achat, de feuilles d'impôt, etc. Donc, se faire accompagner. Et là, le portage, c'est finalement, je suis freelance, mais j'ai quand même une société qui me fait une rémunération. Et donc, il me fait un bulletin de salaire. Et donc, vis-à-vis de tous mes partenaires personnels, banquiers, etc., on va retrouver quelque chose de similaire, assez confortable. Ouais, qui est sécurisant. Qui est sécurisant. Après, il se développe beaucoup.
Oui. Après, il faut bien se connaître, hein. Je pense que l'importance, pour se lancer dans quelque activité que ce soit le consultant en ressources humaines et autres, il faut bien se connaître. Il faut avoir identifié toutes ses forces et également ses faiblesses, hein. Voilà, je suis pas fait pour le commercial, comme le dit Véronique. Et ben, ok. Est-ce que c'est un critère prépondérant de mon caractère ou est-ce que je peux me former à ça? Après, voilà, il y a des choses à mettre en place. Ouais. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est écrire son process, comme parlait Carmen, son business. Dans business model, il y a business et il y a modèle. Et dans modèle, je mettrais aussi bien écrire, arriver à structurer son service. Ou quand on est consultant, c'est du service. Qu'est-ce qu'on va proposer? Et on voit souvent des consultants, parce qu'on rencontre beaucoup de monde, qui nous disent, ah bah moi je fais du conseil en organisation. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez faire quoi? De manière très précise, très pointue, très structurée. Quelle offre vous allez proposer? Ah bah moi, je vais pour vous aider. Ben voilà. Et donc structurer une offre, c'est pas toujours évident. Ça prend du temps, ça nécessite d'y réfléchir. Et donc la notion de business model de Carmen, j'aime beaucoup, hein, effectivement. Bon, eh ben écoute, on arrive sur la fin de tout ça. Ouais, j'espère que vous avez apprécié ces quelques échanges. Merci de vos interactions. Les prochains webinars, le prochain, ça sera sur le manager Forofit. Ah, encore un mot avec le Fleur mentionne. Non seulement avec le Fleur mentionne Institut, on voyage, mais en plus, on apprend des mots. Donc, on a appris Epifit. La prochaine fois, vous apprendrez Forofit. Je ne vous révèle pas ce qu'est le mot Forofit, sauf pour ceux qui acquièrent le livre en avance. Vous aurez peut-être une réponse dans le livre. Donc ça sera le 16 mai. Toujours un jeudi à 13h. Le suivant, ça sera moi qui l'animerai, celui du 16 mai, ça sera Florian et je crois qu'Augustin sera avec lui. Le suivant, ça sera le 20 juin avec moi sur Manager votre temps avec Chronos, Kairos et Ion, le temps grec. Donc voilà, je pense qu'on va bien s'amuser sur la gestion du temps. Ensuite, moi j'ai une question de Michel, effectivement, qui nous questionne sur la démarche qu'il faut faire, parce que lui est manager, il a une expérience effectivement dans le recrutement de personnel et dans le commercial en B2B. Il nous demande est-ce qu'il est possible d'occuper un poste de consultant en tant que salarié. Alors, je ne veux pas répondre à ta place, Florent mentionne, oui. C'est pas. Alors, chez nous, non. Chez Florent mentionne, non, ça n'existe pas. Hein. Tous nos consultants sont des freelances qui s'affilient à notre réseau. Mais il existe des structures qui recrutent des salariés. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Il existe quelques structures qui recrutent des consultants salariés. C'est souvent des grosses structures ou des structures très spécialisées sur de la grosse compétence technique. Donc ça existe, bien sûr, Michel. Ça existe. Il en existe. Un des moyens de transiter justement entre manager et consultant, c'est le management de transition, qui est une espèce d'hybride entre les deux, où je vais être manager de transition, qui peut être pour certains rassurant aussi. Donc rapprochez-vous pour ceux qui hésitent à basculer directement. La seule contrainte du manager de transition, c'est que c'est de la mission. Et de la mission géographiquement qui peut être éloignée de chez soi, qui peut être à durée plus ou moins longue, etc. Donc, qui est parfois, quand on n'est pas sur l'aire parisienne, si on est sur l'aire parisienne, ça pose moins de soucis parce qu'il y a le gros du business se passe là. Mais quand on est dans des régions en province, ça nous nécessite de nous déplacer beaucoup sur des durées de 2, 3, 6 mois, 1 an à travailler avec une entreprise. Donc, le management de transition est une bonne solution. Être salarié en tant que consultant, ça existe. C'est pas courant, mais ça existe. Donc, pas de problème. Et nous, on est plutôt avec des freelances qui rejoignent, qui s'affilient à notre réseau. On commence à recevoir les premiers remerciements. Donc, Dominique, Martine, effectivement, merci pour vos webinaires, vos interventions. Merci surtout à vous, en tout cas, d'avoir été présent jusqu'au bout. Hein. Ouais, et votre participation très active. Ça arrive de tous les côtés. Là. Merci. Et belle journée également à vous toutes et à vous tous.
Merci à tous. Bonne fin de journée. Vous avez le support. Je suis ravi de vous avoir eu. On est ravi avec Pascal d'avoir échangé, d'avoir conforté. J'ai vu que Martine était confortée dans son choix de nous rejoindre. Donc, à très vite, Martine. Donc, le Florent Manson Institute sera représenté en Corse, Pascal. Voilà une bonne nouvelle. Donc, les prochaines vacances, on peut les passer en Corse alors. La prochaine convention Florent Manson Institute, peut-être en Corse, peut-être. Peut-être en Corse. S'ils nous autorisent à atterrir là-bas. Hein, moi, je plaisante. Avec grand plaisir. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.